Démarrage. Là, normalement, c'est bon. Bonjour à Bonjour à tous. tous. Ah, je pense que le son fonctionne. Bonjour Hugo, bonjour Nicolas. Top, il y a Voilà. déjà du monde, c'est super. Histoire d'être sûr, est-ce que vous pouvez préciser dans le chat, s'il vous plaît, si vous nous entendez bien et si vous voyez aussi les slides affichés? Ok, super. Merci Hugo. Génial. Bonjour Vincent. Bonjour Julien. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Alors on va attendre 2-3 minutes que la salle se remplisse, mais en tout cas il y a déjà pas mal de monde, donc voilà, 2-3 minutes maximum. En tout cas, il y a des anglophones. J'espère que ils ont un bon transcript. Ah oui, c'est Adam. Bonjour Adam. Je connais bien. Notre ami Donc des voilà, dans deux, trois minutes, on scientifiques. va commencer. On va un peu se présenter en attendant, mais c'est top. Il y a déjà plus de 20 personnes. Donc merci beaucoup pour votre présence à ce webinaire sur CRO, mais l'UX Data en réalité. Voilà, c'est de ça qu'on va parler pendant à peu près 30 minutes. Et après, s'il y a des questions, ce sera un plaisir d'y répondre pendant 10-15 minutes selon le nombre de questions. Puis il est déjà 1. Je propose qu'en attendant que les gens arrivent et de rentrer dans le vif du sujet, on va se présenter avec Christophe pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Alexis Albinet, je suis directeur conseil chez Unnest, mais pas que. Je fais aussi du CRO de par mes expériences passées. Donc, j'ai été chez ABTST pendant un peu plus d'un an, CSM sur les comptes strat. Donc, voilà, je me fais un plaisir de partager pas mal d'expériences que j'ai eues pendant ce passage chez eux qui était hyper intéressant. Et donc, voilà, je suis certifié expert sur la plateforme. Donc, je pourrais faire pas mal de retours sur ce genre de sujet également, en plus du conseil. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Christophe Chaudet. Oui, alors bonjour à tous. Donc effectivement, Christophe Chaudet, moi je suis designer UX de formation, maintenant product designer et spécialisé dans la partie CRO. Donc moi ça fait un peu plus de 10 ans que je fais ça. Donc je suis chez Honest maintenant pour la partie CRO, mais avant ça j'ai eu différentes expériences en agence et chez l'annonceur, par exemple chez Van Cleef Arpels notamment. Voilà, j'ai fait aussi pas mal de freelance, j'ai fait de l'entrepreneuriat aussi, j'ai conçu plusieurs produits, des plugins, des choses comme ça. Donc voilà, donc j'ai touché à beaucoup de choses en matière de conversion et voilà, j'espère que mon expérience pourra vous être utile. Et je précise également que Christophe est également certifié sur pas mal d'outils qui sont directement liés au CRO. Donc, c'est un expert du sujet. Vous pouvez lui Oui, faire une effectivement. confiance aveugle. Ouais, j'ai les certifications Content Square notamment, ABTST également et quelques autres. Voilà. Donc, il est 10h03. Il y a déjà pas mal de participants. On va entrer dans le vif du sujet sans tarder. Alors, le programme aujourd'hui. Alors, on va commencer par notre parti pris. Pourquoi on appelle, nous, le CRO et l'UX Data? Donc voilà, pourquoi cette petite couche en plus? Après, on va justifier notre positionnement, pourquoi la démarche va évoluer. Donc, quels sont les postulats qui font qu'on a une approche qui est légèrement différente? On va mettre une surcouche. Pourquoi? Une fois qu'on a parlé de ça, on va entrer dans le concret très directement et vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, beaucoup de cas de figure et à chaque fois, comment c'est activable. Est-ce que c'est à portée de tout le monde ou alors ça mérite un investissement ou alors des compétences. Voilà, donc ça va être un peu le gros du sujet. Une fois qu'on aura balayé tout ça, comment mettre l'UX data en œuvre, si je puis dire, dans des process, une vision assez macro, mais on va voir comment les process sont impactés et comment on va aller chercher l'efficacité à ce moment-là. Et après, à la fin, on vous donnera quelques tuyaux, quelques tips avec un petit go ou no go, voilà, des petits scénarios très simples. Il y a quelques pièges sans doute. Et vous nous donnerez votre avis sur le chat sur est-ce que c'est une bonne pratique ou pas. Et voilà, ça nous permettra de évidemment partager notre ressenti, des solutions et quelques astuces qui seront toujours appréciables à emporter. Et ensuite, on conclura. S'il y a des questions, évidemment, pas de problème pour y répondre. Donc voilà pour l'agenda. Alors, je vais quand même parler un peu de nous et de Nest. Donc voilà, on est une agence spécialisée dans la data, on est des marketing technologistes. On est 35, on a environ 80 clients, on a 9 années de seniorité en moyenne. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que voilà, c'est assez élevé. Pourquoi? Pour proposer une qualité d'exécution assez élevée.
Ça permet aussi de concilier toujours, de réunifier la vision tech et les enjeux business. Voilà, c'est quelque chose qu'on garde toujours à l'esprit, très important. Et évidemment, en tant qu'agence ou cabinet de conseil, toujours avoir une veille très forte, que ce soit sur les côtés réglementaires ou sur les côtés technologiques. Donc voilà qui on est, c'est notre ADN. Hop. Pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire, tout ce qu'on sait faire, parce qu'il n'y a pas que du CRO. Voilà, c'est sur toute la chaîne de valeur de la donnée, sur le tracking, avec pas mal d'outils où on a beaucoup d'expérience, toutes les sources de données, voilà, bon, il y en a qui sont récurrentes, il y en a qui le sont moins. On va être capable en fait de connecter, d'aller chercher les données. Ensuite, passer à l'étape de data ingénierie où on va en fait proposer les infrastructures les plus adaptées, avec toujours une gestion des coûts et toujours basé sur les cas d'usage pour que ce soit vraiment le plus adapté possible. Toujours du sur-mesure. Et ensuite, sur les usages, donc on va avoir évidemment DataVis, dashboard, activation média CRM, et le sujet d'aujourd'hui, on va avoir, donc c'est assez proche de l'analyse, le CRO qu'on va appeler UX Data tout au long de ce webinaire. Quelques références. Voilà, l'intérêt de vous montrer toutes ces références, c'est qu'il y a vraiment de tout. Donc, on a des petits acteurs, on a aussi des grands groupes. Donc, voilà, on a affaire à beaucoup d'organisations différentes, beaucoup de cultures différentes. Voilà, nous, on s'adapte pour adresser vraiment les besoins de tout le monde. Et du coup, quand on va vous faire des retours d'expérience, c'est basé sur tout ça. Voilà, donc c'est très varié. Ok. Alors du coup, pourquoi on parle du X-Data plutôt que de CRO, hein, donc on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc déjà, il y a un certain nombre d'enjeux qu'on va un petit peu rappeler. Et puis pour être plus concret, en gros, faut savoir que déjà depuis un certain nombre d'années, pas loin de 10 ans maintenant, le coût d'acquisition, il a explosé. Que ça soit au niveau des coûts des ads sur Facebook Ads, Google Ads, etc. Ça, je pense que vous connaissez. Mais aussi, voilà, il y a beaucoup plus de difficultés en termes de SEO parce qu'il y a plus de concurrence, il y a plus enfin, les algorithmes sont de plus en plus sélectifs. Donc tout ça fait que voilà, ça devient beaucoup plus cher d'acquérir du trafic et des clients. Et en plus, les tendances sont plutôt à la hausse pour les prochaines années. Donc voilà, il y a un vrai sujet à ce niveau-là. Le deuxième sujet, c'est que quand vous avez payé très cher pour acquérir du trafic, vous avez en moyenne 70% d'abandon panier. Ça, c'est les chiffres de 2024. Donc là, l'idée, c'est que ça veut dire qu'en gros, vous avez 70% de votre budget d'acquisition qui part à la poubelle, quoi. C'est un peu dommage. Et comme vous avez en plus de concurrence, souvent, ça dépend de vos secteurs d'activité, mais en général, il y a de plus en plus de concurrence. Ce qui veut dire aussi que c'est beaucoup plus difficile de retenir le trafic que vous avez, puisqu'ils vont avoir plus tendance à aller comparer, etc. Et donc, il y a un vrai enjeu aussi de les convaincre de rester chez vous plutôt que d'aller ailleurs. Et un dernier point aussi, c'est l'attention des utilisateurs. C'est-à-dire qu'on est on est de plus en plus sollicité sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, etc. à droite, à gauche. Et donc de fait, le temps d'attention attribué à une information pour les utilisateurs, il diminue de plus en plus. Voilà, en 2000, on était aux alentours de 12 secondes à peu près en moyenne. Maintenant, on est plutôt entre 7 et 8 secondes. Donc voilà, le temps diminue et il faut être de plus en plus efficace justement pour capter leur attention et leur donner envie de poursuivre l'aventure. Voilà, donc maintenant, quelle est la différence entre le CRO et l'X-Data? Je laisse Alexis enchaîner. Merci. Alors, du coup, voilà, on parle souvent de CRO, une discipline que vous connaissez de près, de loin, voilà, en fonction de agence ou client. Le CRO, il y a des piliers du CRO, donc voilà, c'est une démarche qui est continue. Hein, c'est pas effectivement on fait un A/B test, on voit si ça marche, on recommence. Il y a plusieurs expertises, plusieurs profils qui sont concernés à chaque fois. Ce qu'on peut constater, c'est pas toujours vrai, mais la tendance, c'est que c'est basé sur l'analytics, qui donne déjà quand même beaucoup d'informations pour prioriser, pour sélectionner les tests, toujours dans une logique d'optimiser les taux de conversion. Là, voilà, c'est le cœur de la discipline. Nous, on a rajouté une petite surcouche qu'on appelle l'UX Data chez Honest. Donc voilà, c'est une démarche qu'on va élargir en fait. Donc elle est continue, ça ne change pas, mais elle est élargie. Il y a plus d'outils qui vont entrer dans la danse, potentiellement aussi plus d'expertise, sans être inaccessible. Et donc c'est basé sur plusieurs types de données. C'est là où en fait la surcouche va être la plus conséquente. Il n'y a pas que des données quanti, il va y avoir aussi des données qui sont qualitatives et assez variées. Et donc c'est orienté conversion design. Donc voilà, ce qu'il faut bien voir ici, l'idée c'est que avec des données analytics
On va répondre à plusieurs questions qui sont déjà très importantes. Quoi, où et quand, voilà, sur votre customer journey. L'UX Data, nous, notre ambition, c'est de répondre à pourquoi et comment on va adresser les sujets. Donc c'est ça, entre guillemets, la surcouche qu'on va rajouter, et la couche en plus, on va voir tout ça juste maintenant, pourquoi cette démarche évolue. Alors, pourquoi ça doit évoluer? Alors, on va remuer un petit peu le couteau dans la plaie, mais hop, tac, voilà. Déjà, faut savoir que sur une étude bon, qui date de 2015, mais qui semble être encore vraie aujourd'hui, c'est que l'une des raisons pour lesquelles les utilisateurs quittent un site internet, c'est une raison qui est difficile à mesurer en termes d'analytics, c'est un manque de compréhension du message. Ils comprennent pas forcément voilà la clarté, enfin le message est pas assez clair, ou ils comprennent pas forcément ce que fait le site ou ce que fait l'entreprise, et ça représente presque un visiteur sur deux. Donc c'est loin d'être négligeable, et ça c'est le genre d'information que vous n'allez pas forcément avoir dans votre analytics. C'est-à-dire que vous allez voir, ok, la personne elle a un taux de rebond, ou enfin elle est partie du site après avoir visité deux trois pages, mais vous savez pas forcément pourquoi elle est partie. Il peut y avoir aussi d'autres raisons qui sont invoquées dans l'étude. Il y a notamment la question de la navigation et du design pauvre. C'est-à-dire que voilà, le design leur inspire pas confiance, ou voilà, ça leur donne pas l'image qu'ils attendaient. S'ils veulent par exemple du haut de gamme et qu'ils voient un design un peu plus cheap, bon bah ils s'attendent pas à avoir des produits haut de gamme, ou inversement d'ailleurs. Et puis après, il peut y avoir aussi des problèmes de lisibilité de texte qui sont trop petits, ou des photos qui sont juste des photos de banque d'images, et en fait ça leur inspire pas confiance. Ça c'est le genre d'information que vous pouvez pas trop déceler dans les données analytics, parce que vous avez des chiffres mais vous n'avez pas d'explication réelle. Donc ça c'est voilà, c'est des informations déjà qu'il faut avoir en tête, et que vous pouvez aller chercher justement avec des données UX, et ça on va le voir un peu plus tard. Alors après, pourquoi ces enjeux-là sont importants? Faut savoir que en moyenne, quand vous mettez en place des optimisations, etc., sur un site internet, généralement, il y a à peu près la moitié du temps de développement qui est consacré à résoudre des problèmes qui auraient pu être évités beaucoup plus en amont, grâce à un peu plus de recherche UX, un peu plus de travail sur l'ergonomie, sur la conception. Et donc c'est hyper important d'avoir ça en tête, parce que ça veut dire que si vous dépensez peut-être un peu plus d'énergie et de temps en amont des projets, avant de déployer, et on va vous expliquer après comment faire ça, avant de déployer justement vos features, vos optimisations, etc., vous allez gagner un temps énorme derrière, et par conséquent beaucoup d'argent. Je laisse Alexis continuer. Oui, merci pour insister encore sur les enjeux. Je vais vous mettre un peu à contribution, si vous voulez bien. Un petit partage d'expérience, voilà, c'est vous voulez poser une question, même si vous n'y connaissez rien, peu importe. Selon vous, quel est le pourcentage moyen de tests positifs quand on fait du CRO dans une activité? Donc voilà, le but du jeu, voilà, c'est d'interagir un petit peu, de prendre des pourcentages. Ouais, je vois une première réponse, 5 et 10%, hyper intéressant. Voilà, 25%, ça ne m'étonne pas, 15%, ça 15%, ne m'étonne pas, ouais, ça ne m'étonne pas, 33%. 33%, 40%. Voilà. Ouais, c'est intéressant, on a des réponses quand même assez Ouais, variées. ouais, mais je m'attendais à ça. On a Ouais. des réponses variées car on a des cas de figure variés. Donc, ce qui va se passer, voilà, le partage d'expérience qu'on voulait vous faire ici, c'est que, en fonction de la maturité, en fait, des acteurs, en fonction du nombre d'années où le CRO est actif, le pourcentage va varier. Les tendances qu'on voit, c'est que au début de l'activité, il est plus facile d'avoir un taux élevé. Donc, même supérieur à 50% la première année, par exemple, avec une bonne méthode dès le début. Et mécaniquement, le nombre de tests positifs, le pourcentage moyen va baisser. Et donc, voilà, on pourrait presque deviner à travers les réponses qu'on a. D'ailleurs, merci pour toutes vos réponses. Que, voilà, forcément, le périmètre d'optimisation se réduit de plus en plus au fur et à mesure où on a déjà fait des uplifts. Et donc, le pourcentage va probablement baisser avec le temps. Donc, nous, voilà, on voulait échanger un peu là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on va essayer. On va voir quels sont les leviers pour essayer de remonter en fait ce nombre de tests positifs, et donc voilà, avoir une activité globale qui est un peu plus impactante grâce à l'UX Data. Voilà. Mais en tout cas, merci pour le feedback. Mais en tout cas, oui, je m'attendais à voir ça. 40%, top, bravo Yannick. Ça veut dire que c'est très bien fait de votre côté. Alors si on extrapole un peu, ça veut dire que voilà, à l'inverse, ça veut dire que vous avez alors, si on dit que vous avez entre 15 et 40% de tests positifs, ça veut dire qu'à l'inverse, vous avez entre
entre 60 et 85% de tests négatifs ou neutres. Alors les tests négatifs sont pas forcément si mauvais que ça, parce que ça vous permet d'apprendre quand même des choses, mais c'est pas forcément votre objectif premier. Votre objectif premier, c'est de générer de la croissance, c'est de générer de la croissance, donc augmenter vos conversions. Et voilà, si vous dépensez 80% de votre temps pour des tests négatifs, c'est un peu dommage en termes de coûts surtout. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu aussi de faire évoluer la démarche CRO pour augmenter la pertinence et la qualité des tests pour avoir un peu plus de, enfin pour avoir plus de tests positifs du coup et moins de tests neutres ou négatifs. Alors, la démarche UX Data, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais commencer à vous la présenter. Ensuite, je vais passer la main à Christophe. Donc, voilà, c'est une logique d'amélioration continue. Donc, c'est des logiques qui sont applicables à plein de disciplines. Ici, voilà, pour rappel, celle-là est vraiment très focus sur les enjeux business. Il ne faut jamais le perdre de vue. Donc, c'est juste un rappel. Et donc, l'étape 1, qu'on peut appeler communément comprendre ses utilisateurs, voilà, qui va permettre, en fait, de commencer à faire de l'expérimentation, de l'optimisation. Nous, on va l'appeler analyse user-centrique. Et c'est là un peu que tout va jouer, car quand on va intégrer en fait l'UX data à ce niveau-là, mécaniquement, en fait, on va injecter des informations qui vont impacter tout le reste des processus. Donc voilà, sur les priorisations, il y aura de l'impact, on va le voir après. Et après, sur le conversion design, Christophe va nous expliquer ce qui se passe et sur la dernière étape. Effectivement, la partie conversion design aussi, elle est importante parce qu'elle va vous permettre aussi d'anticiper en fait certains résultats négatifs. On va vous montrer après comment, mais en gros, l'idée c'est pas juste de designer en fait un A/B test. L'idée c'est vraiment de designer la conversion. C'est-à-dire qu'en gros, on va essayer d'anticiper grâce justement à cette grosse étape d'analyse en amont. On va essayer d'anticiper un peu plus la partie design et structure des éléments, etc. Mais ça, on va vous montrer des exemples très concrets. Dans tout cas, l'idée, c'est que toute expérimentation et optimisation doit forcément avoir, enfin en tout cas c'est notre postulat, doit toujours avoir un focus sur les enjeux business, c'est-à-dire générer du lead, des devis, des clients, fidéliser, augmenter le panier moyen, etc. C'est vraiment là-dessus qu'on va se focaliser. Alors justement, sur la démarche concrètement en termes de type de données qu'on peut utiliser, il y a énormément de sources de données différentes possibles. Les plus courantes, c'est celles qu'on voit en bleu ici. Vous avez la data quanti, donc tout ce qui vient de votre tracking, l'analytics, éventuellement les résultats d'A/B test, voilà, les outils d'analyse de formulaire, etc. C'est des données donc chiffrées qui sont hyper importantes, voilà, des taux de clics, des taux de passage, ce genre de choses. Ça va vous donner plein d'infos. Vous avez aussi des données comportementales que vous utilisez probablement déjà avec des outils comme Content Square, Hotjar et compagnie, avec des cartes de chaleur, voilà, des session replay, des mouvements de souris, ce genre de choses. Ça, c'est les données les plus classiques que la plupart des équipes CRO utilisent. Maintenant, il y en a 4 autres qui sont, je trouve, en tout cas selon mon expérience, très sous-estimées, voire complètement passées à la trappe. Il y a d'une part les bonnes pratiques UX, donc tout ce qui est critères heuristiques, les normes WCAG, donc ça va être lié par exemple aux normes de contraste, l'accessibilité, voilà, pour les personnes qui ont des problématiques visuelles, daltoniens, etc. Ça représente, je crois, 8% à peu près de la population en France, donc c'est pas négligeable. Voilà, tous les problèmes enfin les bonnes pratiques d'usabilité, etc. Tout ça, c'est voilà, rien que là-dessus, vous avez énormément de quick wins qui sont très simples à faire avant d'aller chercher des A/B tests, avant d'aller chercher des trucs compliqués. Rien que là-dessus, déjà, vous pouvez faire du plus 10% assez facilement. Ça dépend d'où vous partez, bien sûr, mais voilà, en tout cas, il y a des bons trucs à aller chercher là-dessus. Vous avez toute la data liée à l'UX Research, pareil, très souvent sous-estimé. Alors, de plus en plus, on entend parler d'un outil qui s'appelle Baymar, qui est une sorte de base de données, on va en détailler après, mais une sorte de base de données de benchmark. Vous avez plein de bonnes pratiques, il y en a plein d'autres. Il y a aussi toute la démarche d'interview utilisateur en amont, aussi dans la phase de conception, de test utilisateur. Avant de développer, vous pouvez tester vos maquettes, par exemple. Vous avez aussi des sujets d'eye tracking. Alors, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un laboratoire avec des caméras et des trucs très complexes pour faire pour vous lancer dans cette partie-là. On va vous montrer après. Il y a des outils intéressants qui simulent de l'eye tracking basés sur des IA. On va vous montrer un exemple très précis là-dessus. Vous avez aussi toute une sorte de littérature scientifique basée sur les neurosciences, sur la psychologie, la neuroergonomie. Vous avez sur plein d'expériences qui ont été faites sur au niveau des sciences humaines, etc., les sciences sociales et tout ça. Là-dessus, pareil, vous avez une mine d'or d'informations. Là aussi, on va vous montrer des exemples. Et puis après, encore une donnée que vous avez très probablement et que vous utilisez, j'en mets ma main au feu, que plus de 80% d'entre vous ne l'utilisent pas ou très peu. C'est tout ce qui est généré par vos utilisateurs, les avis clients, le live chat, les retours dans le SAV, sur le support client, tout ce qui est enquête NPS, tout ce qui est commentaires sur réseaux sociaux. Là-dessus, vous avez énormément de gens
qui vont vous faire des feedbacks, qui vont vous dire voilà, j'ai pas trouvé tel type d'information, ou enfin voilà, ou alors ils vont utiliser des mots-clés ou des termes que vous pouvez réutiliser dans vos titres, sur vos landing pages par exemple pour augmenter leur conversion, enfin ce genre de choses. Vous avez énormément d'informations là-dessus et pareil, il y a des outils aussi qui peuvent vous aider pour y voir un peu plus clair. Et l'idée, c'est d'utiliser toutes ces données-là qualitatives pour avoir une stratégie d'optimisation un peu plus, on va dire, fine. C'est-à-dire que vous allez avoir des hypothèses de test. Si vous combinez en fait ces données-là pour confirmer ce que vous voyez dans les chiffres, vous allez avoir des hypothèses de test beaucoup plus pertinentes, ça va être beaucoup plus juste. Vous allez pouvoir mieux prioriser aussi vos optimisations. Et vous allez faire moins d'erreurs de conception. Et mécaniquement, avec ce système-là, vous allez avoir plus de tests positifs et moins de tests neutres ou négatifs parce que justement, ce que vous allez tester va être beaucoup plus pertinent. Et l'idée derrière ça, en termes de mise en application, vous avez ce que j'appelais donc le conversion design, c'est toute la partie maquettage, copywriting, l'architecture des informations. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments aussi que vous pouvez faire. Je parlais tout à l'heure d'outils de simulation d'eye tracking. Vous pouvez tout à fait mettre vos maquettes dans cet outil-là et déjà voir comment ça se comporte, faire comparer plusieurs versions et voir laquelle drive le regard de l'utilisateur plutôt sur les bons éléments. Vous avez évidemment toute la partie testing, donc l'A/B test notamment, mais vous avez aussi les tests utilisateurs, vous avez du test server-side. Voilà, il y a tous ces éléments-là aussi qui peuvent être intéressants. Il n'y a pas que l'A/B testing. Puis après, vous avez un certain nombre d'optimisations directes, notamment pour la partie bonne pratique, les critères heuristiques, etc., les contrastes. Vous avez des quick wins. Voilà, l'idée c'est d'avoir des bons process et d'avoir des bons outils qui vous permettent aussi de mettre tout ça en place de manière pratique et fluide. Alors, on vous a présenté une approche globale sur quoi on va parler, on va rentrer dans le détail, hein, mais voilà, c'était pour vous dire que effectivement, de toute façon, on va ouvrir des portes, on n'a pas le temps de tout aborder, donc n'hésitez pas, en fait, soit à nous poser des questions directement sur le chat, mais même plus tard, voilà, nous contacter, il n'y a aucun problème pour discuter pendant 30 minutes, voilà, parler de vos problématiques et voilà, commencer à vous donner des quick wins, des choses comme ça. Donc voilà, on vous fera 2-3 rappels pendant l'ensemble du webinaire, mais n'hésitez pas à voilà, interagir même en direct et puis pour après, on sera disponible pour ça. Et voilà. Alors, on va passer à la suite, le concret. Donc, l'approche, c'est ça, c'est de rajouter une couche de data quali qui peut être très variée et on va vous montrer en fait à quoi ça ressemble très concrètement. Ici, pour introduire en fait plein d'exemples, l'image de l'iceberg est très représentative parce que voilà, nous on pense que les données quali et quanti sont indissociables les unes des autres pour avoir un gros uplift en termes de valeur. Donc les données quanti vont répondre à pas mal de questions, elles sont indispensables, hein, le sujet n'est pas là, mais on va avoir la taille de l'audience qui est vraiment critique, on va avoir la saisonnalité, les pages concernées, les modules, voilà. On répond à ces questions-là. Mais on n'ira pas forcément, on n'aura pas les réflexes d'aller chercher d'autres sources de données parce que soit on les ignore, soit elles sont un peu plus compliquées à aller chercher, pas toutes, hein, mais donc c'est ce qu'on va voir là, et donc Christophe va commencer à vous expliquer un peu à quel genre de réponse vous pouvez avoir accès. Oui, effectivement, en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les motivations de votre audience, c'est-à-dire comprendre vraiment pourquoi ils viennent sur votre site, dans quelle démarche ils sont, est-ce qu'ils sont là plutôt juste pour se renseigner, pour regarder, et puis ils viendront acheter plus tard, ou est-ce qu'ils viennent vraiment dans une intention d'achat tout de suite, comment est-ce qu'ils perçoivent aussi votre argumentaire, est-ce qu'ils comprennent les informations, est-ce qu'ils ont besoin d'autres informations que vous ne leur donnez pas, et si oui, lesquelles. Et ce qui est important aussi, c'est de comprendre un peu le contexte dans lequel ils sont, c'est-à-dire en termes de niveau de besoin, niveau d'urgence, voilà, quelle est leur priorité aujourd'hui quand ils veulent acheter ce produit-là. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment important tout de suite maintenant, ou on est plus sur quelque chose de genre du confort par exemple. Voilà, tout l'aspect un peu émotionnel en fait, c'est hyper important. Et pour vous illustrer ça, je vais vous donner un exemple très bête, enfin très très réel pour le coup, qui m'est arrivé il y a pas très très longtemps. Je cherchais à acheter un bureau. Je venais de déménager sur Toulon et je voulais acheter un nouveau bureau. J'avais des critères un peu spécifiques, voilà, bureau qui se lève, enfin pour travailler debout, etc. Et en fait, il y a une marque de meubles que j'aime beaucoup et j'étais très fan de cette marque. Et en l'occurrence, il y avait le bureau exact, parfait que je voulais, qui était à un prix très correct, je crois 350 euros, quelque chose comme ça. Et j'étais prêt à l'acheter. Le truc, c'est que j'avais un niveau d'urgence dans mon besoin. Voilà, il me fallait un bureau tout de suite. Je pouvais pas attendre 6 mois pour acheter ce bureau. Et donc, j'étais très fan de la marque, j'étais convaincu, j'étais prêt à l'acheter, voilà. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de stock avant plusieurs mois. Je crois il y avait 3 mois d'attente ou quelque chose comme ça, parce que c'est fabriqué à la demande, etc.
Et le problème, c'est que moi, je peux pas attendre 3 mois. Alors pour compenser ce temps d'attente, eux, ils proposaient une réduction qui était pas négligeable, je crois 20%, quelque chose comme ça. Donc le problème, c'est que moi, ils m'auraient proposé 80% de réduction, ça me convenait pas parce que mon problème, c'était pas une histoire de prix, c'était vraiment une question d'urgence, le niveau, un vrai niveau d'urgence. Donc du coup, j'ai fini par acheter sur un autre site et j'ai mis 100 € plus cher pour le coup. Donc en fait, c'est la réponse adressée à l'objection du temps d'attente qu'ils ont eu eux, c'était de réduire le prix. Et en fait, c'était pas forcément la bonne solution. Alors ça pouvait marcher peut-être pour d'autres personnes qui étaient plus prêts à attendre. Tout dépend à quelle audience ils veulent s'adresser. Mais c'est intéressant de vous d'avoir ces infos-là et de proposer soit des alternatives. Peut-être que s'il m'avait proposé un autre modèle de bureau qui était disponible tout de suite, j'aurais pu envisager la question. Mais là, en l'occurrence, c'est pas ce qui s'est passé. Donc en tous les cas, c'est intéressant de vraiment échanger avec votre audience ou en tout cas aller chercher ces données-là avec les différentes sources qu'on va vous montrer maintenant pour bien comprendre en fait le contexte d'achat de la personne. Alors, du coup, voilà, on va faire des exemples et à chaque fois, on vous expliquera le niveau d'accessibilité. Donc voilà, quelque chose qui est assez classique, on va aller en fait du plus classique au plus particulier. Donc, aller chercher des bases de données d'A/B test, c'est une très bonne pratique, c'est très simple et ça a, moi, à mon sens, plus de valeur qu'on peut croire. On peut se former de manière globale, même de manière spécifique, et on va surtout pouvoir cibler par thématique. Donc voilà, c'est énormément de valeur. Et en plus de ça, c'est un quick win. Donc on va avoir une partie vraiment des accès qui est, pardon, il y a en libre accès une bonne partie des informations. Donc là-dessus, n'hésitez pas, quand vous avez besoin d'inspiration, vraiment, c'est une bonne pratique d'aller chercher une base de données d'A/B test. Alors justement, il y a une autre source de données qui est, je trouve, un peu sous-estimée. C'est une donnée Kali. Alors vous la connaissez, vous l'avez très probablement si vous utilisez déjà des outils de type Hotjar, Mouseflow ou Content Square. C'est la carte de scroll. Alors pourquoi je trouve qu'elle est très sous-estimée? Parce que j'ai vu ça assez souvent chez nos clients. C'est que en fait, souvent, on se met à tester les équipes se mettent à faire des A/B tests ou des modifications sur des éléments en fait qui sont genre en bas de page ou qui sont au milieu de la page, mais qui sont vus peut-être par 20 ou 30% de l'audience. Et en fait, ils ont des résultats qui sont assez faibles. Ou alors même quand ils ont un test positif, ils disent ouais c'est chouette, on a fait plus 5%, mais plus 5% de 30% de l'audience. Au final, c'est pas énorme. Alors je dis pas que c'est pas bien, mais c'est peut-être pas ce qu'il y avait de prioritaire. Et en fait, la carte de scroll, je trouve qu'elle est très souvent manquante, en tout cas dans les analyses que je vois souvent chez les équipes Zero. Donc c'est pour ça que on s'est permis de la mettre, même si c'est quelque chose de très classique, de très simple à aller chercher. Pour nous, il y a souvent des quick wins là-dessus. Typiquement, si vous avez une page qui est très longue, une page d'accueil, et que vous commencez à modifier des contenus de votre page d'accueil, alors qu'en fait vous avez que, enfin, 90% de l'audience, elle s'arrête à la zone de flottaison ou juste en dessous. En fait, vous allez dépenser une énergie pour quelque chose qui est peut-être pas prioritaire. Donc déjà, commencez avant d'aller chercher des optimisations, commencez déjà par regarder, voilà, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'aller chercher ces optimisations-là? Est-ce que c'est pertinent en termes de visibilité? Ça, c'est pour la partie vraiment voilà, carte de scroll. Après, vous avez voilà, les session replay aussi, elles sont un peu sous-estimées. Alors, c'est vrai que c'est un peu chronophage parce que les session replay, il faut regarder un certain nombre pour que ça soit pour que ça soit vraiment pertinent. Peut-être une cinquantaine ou une trentaine, ça dépend ce que vous cherchez comme info. Mais c'est quand même intéressant de vraiment les utiliser parce que alors d'abord, vous allez pouvoir identifier une partie en tout cas du contexte ou de la manière de naviguer de la personne. C'est-à-dire, je prends deux cas de figure que j'ai vu chez un client, voilà, qui c'est un client international qui a des sites à la fois aux États-Unis, au Japon, en Europe, et en fait, ils avaient cette tendance à appliquer les mêmes modifications partout. Et sauf qu'en fait, on s'est aperçu en regardant les session replay justement que par exemple aux États-Unis, ils ont tendance à aller cliquer directement sur le menu quand ils arrivent sur la page d'accueil, alors qu'au Japon, ils vont d'abord scroller la page d'accueil, regarder le contenu, etc. Et éventuellement, ils vont aller cliquer sur le menu dans un deuxième temps. Donc cette différence de comportement, en fait, elle n'était pas du tout adressée, ou en tout cas, elle n'était pas prise en compte dans la stratégie d'optimisation. Et c'est dommage parce que là, il y avait vraiment des trucs à aller chercher. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait par la suite, puisque par exemple sur le Japon, on a commencé à modifier la page d'accueil pour mettre en avant certains éléments qu'on a peut-être plus mis en avant dans le menu sur les États-Unis. Et donc on avait des versions de sites différentes. Alors certes, ça demande plus de travail en termes de maintenance, etc. derrière, mais les uplifts compensent largement ce genre de choses. Donc c'est voilà, c'est un super outil. Alors là, on a mis Content Square, mais vous avez des outils beaucoup plus accessibles en termes de prix qui vous permettent d'aller chercher ces infos-là. Alors on parlait tout à l'heure justement donc des
contenus spécialisés dans l'UX Research. Alors vous avez notamment Beymar, qu'on voit à droite, qui publie en gratuit énormément d'études qui sont basées sur de l'eye tracking ou surtout sur des tests utilisateurs. Ils ont plus d'une centaine enfin, ils ont analysé plusieurs centaines de sites. Et ils ont réparti tout ça par secteur d'activité, par fonctionnalité, etc. et par type de page. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que là-dessus, vous allez pouvoir récupérer un peu les insights sur votre secteur. Par exemple, si vous êtes dans n'importe quoi dans le secteur de l'automobile, bah, ils vont vous dire voilà, dans le secteur de l'automobile, les bonnes pratiques, c'est ça. Voilà ce que disent les utilisateurs en général sur tel ou tel type de feature. Voilà les verbatim, ils vous montrent les exemples, ils vous expliquent aussi toutes les stats, ils vous expliquent toutes les informations et le fruit de leurs études. Vous avez aussi d'autres outils, enfin d'autres plateformes similaires. Vous avez NN Group notamment qui fait énormément d'études aussi, pareil, qui publie beaucoup de choses sur les bonnes pratiques. Pareil par type de feature, etc. Donc là, ça c'est vraiment des mines d'or. Alors il y a ces deux-là qui sont assez connus. Il y en a plein d'autres. Je pourrais vous en citer des dizaines. Hein. Moi j'ai toute une base de données, enfin toute une liste de favoris de ce site, de ce type de site. C'est un petit travail d'archéologie. Ça prend un peu de temps, mais c'est très accessible dans le sens où voilà, il faut juste y consacrer du temps. Mais c'est même si certains contenus sont payants, notamment chez Bemar, il y a quand même une bonne partie des choses qui sont accessibles gratuitement et vous allez chercher énormément de bonnes pratiques là-dessus. Euh, Christophe, on a beaucoup de choses à voir. Il ouais, faut qu'on alors, avance un peu. Je te rappelle le chrono, navré. pas de souci, on avance. Vous avez, oula, pardon, trop vite. Vous avez tout ce qui est discussion avec les utilisateurs, avec des questionnaires non modérés. Donc c'est-à-dire c'est pas une discussion en direct, ça va être des discussions indirectes avec voilà. En gros, vous leur mettez un questionnaire avec des questions très précises, éventuellement un accès à un lien ou une maquette, et vous leur posez des questions et ils vous font des retours très quali dessus. Ils tapent, voilà, ils vous envoient un message en vous disant voilà ce que j'en pense et voilà ce qui pose problème, etc. Et vous avez aussi, voilà, vous pouvez faire des stats. Ça c'est une mine d'or aussi, très facile à aller chercher avec des outils comme Testapic. Vous avez un peu dans le même esprit, vous avez la navigation commentée par l'utilisateur, c'est-à-dire la personne en fait, elle va filmer son écran et elle va naviguer, vous lui donnez un objectif, par exemple, enfin trouver tel produit sur votre site, et elle va vous expliquer comment elle fait, c'est quoi sa démarche pour aller trouver le produit. Elle va dire bah je clique là, je vais taper ça dans le moteur de recherche, etc. Donc ça vous permet de voir sa manière de réfléchir. Est-ce qu'elle va plutôt aller dans le menu, est-ce qu'elle va plutôt utiliser le moteur de recherche, est-ce qu'elle va scroller sur la page et chercher des liens, voilà. Et comme ça vous permet de prioriser un peu vos actions et voir comment agencer mieux votre site pour répondre à ces besoins. Vous avez évidemment les vraies discussions, un peu conversation Skype entre guillemets, et c'est pas aussi cher qu'on pourrait le penser. Hein. Il y a des outils qui permettent de le faire de manière relativement abordable. Je pense à Adaptos notamment. Et en fait, l'idée c'est que là, vous avez une vraie discussion d'une demi-heure avec un panel d'utilisateurs en one-to-one, et voilà, là ils vous font des vrais retours, ils vous font des vrais feedbacks sur qu'est-ce qui leur plaît moins, etc. Et les mots qu'ils vont utiliser aussi, c'est pareil, c'est une mine d'or aussi à récupérer pour vous. Pour aller un peu plus loin, vous avez évidemment des outils comme Content Square qui vous donnent des éléments sur, par exemple, les allers-retours sur des parcours. Là, on voit ici dans l'exemple à droite, vous avez en marron une page qui est la page liste. Et en fait, on voit que là, il y a plusieurs allers-retours entre la page liste et la page produit. Ça veut dire que la personne a peut-être soit elle est là juste pour se renseigner, elle regarde plusieurs produits, soit elle a peut-être du mal à trouver le produit qu'elle cherche, et donc peut-être qu'il y a une optimisation pour vous à se dire tiens bah je vais essayer de réfléchir à comment est-ce que je peux aider l'utilisateur à trouver plus facilement son produit, peut-être en valorisant plus les filtres ou j'en sais rien, mais il y a plusieurs manières de répondre à ça. En tout cas, c'est un insight qui est intéressant que vous allez voir assez facilement dans ce type de graphique. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant à aller chercher là-dessus. Et vous avez plein d'autres d'ailleurs, plein d'autres features intéressantes dans l'outil Content Square, comme le quantification d'impact, l'analyse des erreurs et d'autres modules qui vous permettent voilà, d'aller beaucoup plus loin aussi dans votre compréhension de la navigation des utilisateurs. Vous avez aussi les cartes d'attention. Donc concrètement, c'est un peu différent de de la carte de scroll. L'idée, c'est de voir en fait quelles sont les zones de la carte, pardon, les zones de la page euh, sur lesquelles les utilisateurs passent le plus de temps. Alors certes, évidemment, plus on scrolle, moins il y a d'utilisateurs, mais peut-être que s'il y a que 30% des utilisateurs qui arrivent sur une zone, mais peut-être que ces 30% là vont passer beaucoup plus de temps, peut-être 50% de leur temps sur cette zone-là. Donc peut-être que cette zone-là, elle est justement à forte valeur ajoutée pour eux, donc ça peut valoir le coup de la remonter par exemple, ou de mettre un lien d'encre plus haut sur la page. Enfin voilà, en tout cas, il y a aussi des infos intéressantes à aller creuser à ce niveau-là. Et ça, pareil, vous y avez accès dans des outils comme Mouseflow notamment, qui sont assez accessibles. Et après, pour aller encore plus loin, et ça c'est un de mes trucs préférés, c'est toute la partie études scientifiques. Vous avez une vraie littérature, des études voilà, faites par des universités, par des laboratoires, par des chercheurs, que ce soit sur de l'eye tracking ou sur des études un peu sciences sociales, etc.,
Et en fait, bon, vous avez l'étude en elle-même, donc on voit un exemple ici à gauche, et vous avez aussi beaucoup en général, les chercheurs ou en tout cas des blogueurs passionnés ou des psychologues, etc., qui ont sur leur blog une espèce de synthèse un peu des recherches et qui donnent des bonnes pratiques. Donc là, ici, un exemple sur la psychologie des photographies sur un produit. C'est en fonction de comment le produit est présenté sur la photo, voilà, s'il est mis en scène ou pas, etc. Qu'est-ce qu'en pensent les gens? Est-ce que ça implique derrière dans leur ressenti et dans leur perception du produit? Et donc vous avez plein d'infos comme ça à aller chercher. Et pareil, ça peut vous donner des super insights pour faire des bonnes optimisations, des bons tests très facilement. Et pareil, ça c'est accessible gratuitement la plupart du temps. Pour aller encore plus loin, vous avez des outils d'IA qui vous permettent d'analyser notamment les émotions. Là, on a un exemple ici avec Odapto, c'est-à-dire qu'en fait, vous discutez comme sur Skype avec la personne et la conversation est enregistrée. Et il y a une IA qui analyse l'image, qui voit les expressions faciales, le regard, etc., qui analyse l'intonation de la voix ou les mots utilisés. Elle va être capable de vous dire, tiens, bah là, il y a un peu d'ironie. Là, il est plutôt dans un ressenti négatif, etc. Et en fait, ça vous dresse une espèce de cartographie, on va dire, des émotions sur l'ensemble du rendez-vous et ça vous fait des stats sur l'ensemble de vos. Si vous avez fait 10 interviews, bah, par exemple, ça vous fait des stats globales. Voilà, en moyenne, les gens sur votre produit pensent ça ou ça et ça peut vous donner aussi une meilleure compréhension un peu euh, voilà, des échanges que vous avez eus. Donc c'est hyper intéressant à aller chercher et ça, pour le coup, c'est pas si cher qu'on peut le penser aussi. Donc je vous le recommande fortement. Et Alexis, tu avais un petit complément sur cette partie-là. Oui, sur la partie IA, il y a des features qui émergent un peu sur le marché du CRO et notamment lecture du mouvement de la souris, donc qui va permettre grâce, alors il y a pas que ça, hein, c'est aussi l'algo travaille sur la lecture de la souris. Il y a aussi beaucoup de bases de tests qui ont été analysés et des études scientifiques en amont. L'objectif, en fait, c'est de segmenter votre audience en fonction des émotions. Donc voilà, c'est quelque chose qui ressort et ça peut être hyper intéressant, notamment selon les secteurs où on va avoir effectivement une fonction qui est, par exemple, le luxe, ou qui est plus importante que d'autres, la réassurance, des choses comme ça. Donc ça existe aussi et c'est quand on a un test neutre, si on a accès à ça, ça peut être hyper intéressant. On va pouvoir probablement, dire la plupart du temps, détecter un segment où le test est positif. Donc c'était pour rappeler ça. Voilà, alors il y a un autre élément, je vous disais tout à l'heure que il y a voilà toute la partie ce qu'on appelle UGC, donc User Generated Content, donc le contenu généré par vos utilisateurs. Alors là, on parle pas de générer des publications comme sur les réseaux sociaux, mais plus tout ce qui est lié aux avis clients, tout ce qui est discussion sur le live chat de votre site, le support client, etc. Éventuellement les commentaires qu'ils vont mettre sur vos publications en réseaux sociaux en mode voilà, ils vont liker, ils vont pas liker, ils vont se plaindre, etc. En fait, vous avez beaucoup d'informations et c'est pas toujours évident d'analyser ces infos-là parce que déjà elles sont éparpillées un peu partout. Et puis surtout, bah, vous en avez beaucoup. Donc si vous avez beaucoup de feedback, etc., pour faire des stats et tout, c'est pas simple. Donc vous avez des outils qui vous permettent de faire ça. Là notamment, il y a Monkey Learn, il y en a plein d'autres. C'est des outils souvent qui sont basés sur de l'IA, ils sont entraînés sur des modèles de compréhension du langage. Et donc, il est pareil, vont pouvoir vous sortir un peu le champ lexical, etc. Ils vont vous dire, tiens, voilà, en moyenne, les gens pensent plutôt positivement sur cette feature-là et plutôt négativement sur cette feature-là. Donc, c'est hyper intéressant à utiliser et c'est très accessible aussi. Et enfin, je vous en ai parlé en introduction également, un outil que moi j'utilise beaucoup. C'est un pur quick win, hein, c'est très accessible, je crois que c'est autour de 20 € par mois. C'est un outil de simulation d'eye tracking qui est basé sur une IA. C'est extrêmement fiable, hein. On est à plus de 90%, 94% je crois de fiabilité, c'est-à-dire que si on compare les résultats de l'outil versus une vraie étude d'eye tracking, on a 94% de similitude en moyenne. Donc c'est énorme. Et là-dessus, vous êtes capable d'aller chercher des super uplifts de manière très simple. Je vous montre un exemple juste après. L'idée, c'est en fait de voir dans les 5 premières secondes, quand on montre la page à un utilisateur, dans les 5 premières secondes, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il ne voit pas. Donc, s'il y a en noir ici, ce qui est en noir, c'est ce qu'il ne voit pas dans les 5 premières secondes. Et ce qui est en blanc, enfin, ce qui est visible, c'est ce qu'il voit. Et donc, en fait, ça vous montre un peu sa manière de regarder, ce qui va attirer son attention, etc. Là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez jouer là-dessus pour guider l'utilisateur vers les zones où vous voulez l'emmener. Et justement, un exemple qui est d'un site, un site de vente de chaussures de sport qui s'appelle SportCheck. Ils ont à gauche, avant l'optimisation, ils ont voilà, ce qui est en rouge, c'est les zones où il y a le plus de temps d'attention porté lors
lors de l'arrivée dans les 5 premières secondes sur la page. Et donc, il y a une grosse partie de l'attention qui est drivée par la partie titre, la partie produit, et la zone à droite, pardon, est un peu moins visible. Ils ont fait quelques optimisations très simples. Ils ont réduit, par exemple, la taille des titres de colonnes. Ils ont réduit la taille de la largeur de la partie description du produit. Et ils ont mis un peu plus d'emphase sur la partie promo à droite. Et en fait, voilà, ils ont remonté la partie promo code, et juste avec des petites optimisations toutes simples, ils ont fait plus 7,3% de transactions. Et on voit dans l'eye tracking que la zone de droite a beaucoup plus de temps d'attention, hein. On passe de 16% ici sur la partie promo à 29%. Donc voilà, c'est des trucs très très simples, des vrais quick wins, et ça, c'est un outil super intéressant. Donc il y en a plusieurs qui permettent de faire ça. Vous avez Attention Insight, vous avez Visual Eye, vous en avez plusieurs. C'est vraiment canon. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Là, on vous a montré un certain nombre de sources de données. L'idée, c'est pas d'utiliser toutes les sources systématiquement. C'est des sources de données qui sont très variées. Il y en a qui sont accessibles, d'autres qui sont un peu plus complexes. L'idée, c'est de vraiment comprendre que ces données-là vont permettre de répondre aux questions pourquoi et comment. Donc, en fait, l'objectif de tout ça, c'est d'avoir la réponse à votre question. Donc, en gros, si vous avez identifié quelque chose dans les chiffres, et vous avez besoin de comprendre pourquoi, vous allez chercher la réponse dans une ou deux de ces sources de données quali. Si vous avez la réponse et que vous êtes vraiment sûr de votre coup, il n'y a pas nécessairement besoin d'aller utiliser toutes les autres données. Voilà. Après, voilà, la question de l'eye tracking, il peut avoir plusieurs cas d'usage, notamment tester vos maquettes, puisqu'en gros vous uploadez une image et il vous dit voilà ce que la simulation dit, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser celles qui sont pertinentes en fonction de votre besoin, en fonction des cas. Et tout ça, l'intérêt, c'est quoi? C'est de pouvoir combiner plusieurs informations, plusieurs insights, pour vraiment mener à une hypothèse de test qui soit réellement pertinente, et d'avoir une optimisation qui soit le plus juste, et ça maximise vos chances d'avoir un test positif, versus si vous êtes plus léger sur cette partie-là. Alors, du coup, le temps passe très vite. Donc, voilà, on va passer un petit peu de temps sur comment le mettre en œuvre. Le but, c'est d'avoir une approche très macro et très prudente, parce que c'est un sujet qui est très spécifique, qui mériterait presque un webinaire à lui tout seul. C'est de voir l'impact, en fait, de l'UX Data sur un workflow, en fait. Donc, mécaniquement, la première étape, ça va être collecter les besoins d'optimisation, voilà, et expliquer aux équipes les informations qui sont nécessaires. Après, il va y avoir une phase de priorisation, de validation et d'arbitrage. Et donc là, voilà, le but du jeu, c'est d'intégrer les équipes le plus rapidement possible. Une fois qu'on arrive là, on va pouvoir commencer à optimiser et à lancer des tests. Donc, en fonction, on va avoir besoin de process plus ou moins développés, une matrice RACI, un outil de collaboration, des QA plus poussés. Et donc, on va voir comment l'UX Data peut potentiellement améliorer tout ça. Donc, la première chose, quand on collecte les besoins, voilà, en fonction de tout est différent. Il n'y a que des cas de figure différents. Est-ce qu'un formulaire est suffisant? Est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin? Un template PPT, c'est des choses qu'on voit très fréquemment. Si jamais ça suffit pas, des réunions dédiées, on va pouvoir commencer à collecter les besoins ou les objectifs, si jamais certaines équipes ne sont pas capables de formuler des hypothèses précises. Parce qu'une fois qu'on a une hypothèse précise, on va pouvoir la challenger. Pourquoi on parle de la challenger? Parce qu'on était capable, en fait, avec des méthodes de priorisation, de le faire avant, et l'UX Data, on va y aller de manière beaucoup plus fine. Donc, l'UX Data, on va, entre guillemets, dès qu'on a un backlog de priorisation, voir comment départager des tests qui sont susceptibles d'être lancés, aller chercher ces données quali et potentiellement changer des notes de priorisation. Donc ici, le tout petit rappel sur la méthode PAI, qui va juger du potentiel, l'importance et de la facilité de l'implémentation. Le potentiel va être fortement impacté par des données quali. Donc, on va mécaniquement, en fait, épurer le backlog, et on aura un arbitrage qui se fait sur moins de tests. En tout cas, il y aura eu un premier levier à ce niveau-là, et c'est très puissant, parce que une question qu'on entend toujours, c'est par quoi on commence? Voilà, grâce à l'UX Data, par quoi on commence? Déjà, on aura enlevé beaucoup de tests qui sont soit avec des hypothèses approximatives, soit en fait éliminés d'office. Et enfin, on va créer les tests, mais les tests, ils seront, entre guillemets, tellement challengés qu'ils vont répondre parfaitement à la stratégie d'optimisation, donc à vos objectifs directs. Donc là, on va pouvoir mesurer l'efficacité de tous les tests. Et ce qui va se passer, c'est que mécaniquement, on va augmenter le nombre de pourcentages positifs. C'est vraiment le but. Admettons que vous ayez les ressources pour faire 20 tests dans l'année. Si vous avez 5 tests positifs, c'est améliorable. Et le but, c'est d'arriver à plus de 10. Voilà, c'est l'objectif, en fait, de l'intégration de l'UX Data aussi au début du process, qui est très important. Voilà, je suis passé rapidement parce que je vais regarder. Ah bon, on n'a plus le temps. Aïe, aïe, aïe. Hop, donc les bonnes pratiques. Je pense que Christophe, on peut les faire très rapidement.
Oui. Dis. Alors, donc Moi, là, je juste pour vais dire rappel, comment- ouais, donc sur la partie données, enfin hypothèse de test, pardon, vous avez un premier scénario. J'ai repéré un taux de clic de 15% sur le menu de ma homepage, et pour moi, c'est insuffisant, donc j'établis une hypothèse de test AB qui dit que si j'augmente la visibilité du menu, je vais augmenter le taux de clic. Alors, selon vous, est-ce que c'est une bonne pratique ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous pouvez nous répondre dans le chat. Trop vague comme hypothèse, ok. Marie qui dit, Teddy Marie dit non. Ok. D'autres personnes? Pierre en train de taper. Pas forcément. Ok. Alors, ok. Bon, intéressant. Donc c'est bien, vous n'êtes pas tombé dans le piège. L'hypothèse, effectivement, elle est biaisée, elle n'est pas assez précise. Premièrement, sur quoi je me base pour décider que augmenter le taux de clic du menu est pertinent? Parce que moi, je me base sur mon intuition. Voilà, c'est insuffisant, mais en fait, c'est un biais. Donc, ne jamais se baser sur les intuitions, ça, c'est quelque chose qu'on voit trop souvent. Et donc l'idée c'est déjà d'aller un peu plus creuser, voilà, combiner plusieurs données, par exemple le taux d'achat par clic sur le menu, est-ce que c'est pertinent ou pas d'engager plus les visiteurs sur le menu? Est-ce que ceux qui utilisent le menu vont aller plus loin, enfin est-ce qu'ils vont être plus engagés, est-ce qu'ils ont plus tendance à acheter ou pas? Voilà, regarder le nombre de pages vues par session, pour ceux qui ont cliqué le menu, etc. Ça c'est voilà, c'est la bonne pratique, c'est vraiment de creuser vos infos, et d'aller chercher, pourquoi pas dans les session replay pour voir un peu qu'est-ce qui se passe quand ils cliquent sur le menu. Deuxième cas de figure, là on est plutôt sur l'analyse d'un résultat d'AB test. Donc là j'ai fait un AB test, ça c'est en plus un cas de figure réel. J'ai fait un AB test sur de la réassurance dans un tunnel de souscription. C'est-à-dire j'ai ajouté des petits éléments de réassurance tout au long du tunnel de souscription et à la surprise générale ce test est négatif. Et donc de fait, comme il est négatif, je décide de ne pas appliquer la modification et je cherche une autre idée de test. Selon vous, est-ce que c'est une bonne pratique ou pas? Alors Edem dit que non. Julien dit que oui. Ah, on a des avis qui divergent, c'est intéressant. Manque d'infos quantifiables, donc non. Ok, intéressant. Peut-être laisser le test durer plus longtemps. Ok, donc on est plutôt sur la durée du test. Hyper intéressant. Alors, en l'occurrence, il s'agit que c'est plutôt une mauvaise pratique dans le sens où déjà pour s'assurer de la bonne décision, il faut un peu creuser. Alors d'abord, pourquoi il faut creuser? Parce que premièrement, les équipes en interne, si c'est une autre équipe qui vous a suggéré l'idée de test, ils vont avoir besoin de comprendre aussi. Donc c'est intéressant de pouvoir creuser, de leur expliquer pourquoi c'est négatif. Deuxièmement, est-ce qu'on peut retirer des insights additionnels? Est-ce qu'on peut aller chercher des explications ou des idées d'autres tests ou d'amélioration? Peut-être que le test est négatif parce qu'il y a un petit détail qui va pas, mais en corrigeant ce détail, il peut devenir positif. Par exemple sur la formulation de la réassurance. Et puis un autre élément aussi qui est hyper important, c'est que c'est pas parce qu'il est négatif au global qu'il est forcément négatif sur tous les segments. Peut-être qu'il peut être positif sur mobile et négatif sur desktop. Si vous avez une majorité de trafic desktop au global, ça peut être négatif alors qu'en fait sur mobile il fonctionne, par exemple. Ça peut être voilà sur différents segments d'audience. Est-ce que c'est les returning visitors? Est-ce que c'est ceux qui viennent de telle ou telle source de trafic? Enfin, l'idée c'est aussi de segmenter un peu plus vos analyses et de comprendre si c'est négatif partout et pourquoi c'est négatif. Et en fonction de ça, il y aura peut-être une décision qui sera différente. Par exemple, je n'applique pas la modif, sauf pour le segment d'audience pour lequel c'est positif. Là, pour eux, je vais appliquer une personnalisation. Alors ici, un cas sur l'organisation. Donc voilà, les équipes produits demandent à avoir plus de visibilité sur le lancement des tests. Donc j'organise un point de synchronisation mensuel pour discuter des tests qui vont être lancés. Est-ce une bonne pratique ou pas? Est-ce que vous recommandez ce genre d'organisation ou pas? On n'a que des oui, on n'a que des oui, on n'a que des oui. Eh ben c'est normal. C'était pas très complexe, mais effectivement, on n'a que des oui. C'était surtout un rappel, hein. Vraiment, c'est indispensable d'intégrer vraiment le plus de monde possible. Et donc l'astuce ici, c'est d'identifier, d'appliquer un profil PO en fait dans toutes les réunions CRO. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on recommande le plus. C'est quelque chose que vous avez déjà identifié. Donc voilà, les bénéfices, c'est que on va rationaliser énormément les ressources que vous investissez dans le CRO. Alors je passe à celle d'après. C'est la dernière. Donc une expérimentation vient d'être livrée par les équipes de développement et en tant que CRO manager,
j'entame une phase de QA sur le rendu et le tracking avant de lancer le test moi-même. Est-ce une bonne pratique ou pas? Oui, on a un oui. Après, on va pas se mentir, il y a beaucoup de pièges. Ok. Ok. Alors, je vais vous donner notre réponse. Donc non, mais on est très sévère parce que on n'est vraiment pas loin d'être sur une bonne pratique, mais entre guillemets, oui, mais c'est un oui, mais. Il faut que plusieurs expertises fassent la QA. C'est très important parce qu'on va du coup en fait pouvoir faire recouvrir plusieurs cas de figure et en fait sécuriser beaucoup plus cette phase de QA. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc c'est une question de sécurité. Voilà, c'est une bonne pratique qu'on voulait vous partager. L'astuce, c'est d'identifier un champion CRO dans plusieurs équipes qui vont faire la QA. Et donc voilà, il va être formé au process, il va commencer à devenir rapide et on va surtout sécuriser en fait toute la QA, elle va aller plus vite et surtout sur un périmètre maîtrisé. Par exemple, sur certains clients, voilà, ils vont que sur du Apple parce que voilà, par exemple, dans le luxe, c'est souvent comme ça. Et pour avoir une QA plus rapide et lancer plus de tests, ils n'ont pas besoin d'avoir une QA totale. Donc voilà, c'est bonne pratique. Donc le oui, je vous le valide quand même, évidemment, mais c'est qu'on voulait être un peu orthodoxe sur ce sujet. Et donc voilà. Alors pour conclure, on a un peu dépassé, on est navré, mais il y a encore du monde. La conclusion à emporter, hein, vraiment compressée au maximum, c'est la complémentarité des données quali et quanti. Évidemment, les données quanti sont très importantes, le sujet n'est pas de les déprioriser, mais vraiment que les deux soient exploités en fait à leur juste mesure. Nous, on pense que les données quali sont sous-exploitées. Et donc là, on a le plein potentiel en combinant les deux. Et après, le timing est très important, c'est-à-dire qu'on utilise la donnée quali entre guillemets plus tard, c'est un peu dommage. Donc, si c'est fait dès le début, vous allez avoir des bénéfices à tous les niveaux de la chaîne d'amélioration continue, priorisation, mise en place des tests, résultats, vraiment partout. Donc voilà notre conclusion et nos parties pris. Voilà le message qu'on voulait vous adresser et ce qu'on fait chez Honest. Christophe, tu voulais conclure aussi? Oui, non, je voulais peut-être surtout répondre. Il y a deux questions qui ont été posées là qui sont hyper intéressantes. Alors, il y a Nicolas qui demande est-ce que c'est souvent pertinent d'utiliser les heatmaps pour déplacer un CTA là où c'est le plus rouge? Je suppose que ça dépend du type de page business ou édito. Alors, je pense que tu fais référence à à la partie simulation d'IA que j'ai montré tout à l'heure. En fait, la zone rouge, c'est ce que voit l'utilisateur. C'est pas forcément là où on veut qu'il regarde. Donc, déplacer le CTA à cet endroit-là, en fait, ça va pas forcément répondre à la question pour deux raisons. La première, c'est que déjà si tu déplaces le CTA, en fait, tu changes la structure de la page et donc, bah, du coup, peut-être que son attention, elle va être dirigée d'une manière différente et peut-être que la zone rouge, enfin, qui était rouge au départ, elle sera peut-être plus rouge dans un deuxième temps. Donc, c'est pas forcément ce que je conseillerais comme pratique. Pour moi, l'idée, c'est plutôt, et c'est là où j'en viens à mon deuxième point, c'est plutôt de dire, en fait, on voit où les utilisateurs regardent et donc, en fait, l'idée, c'est de réagencer la page visuellement en termes de structure, en termes de contraste, en termes d'éléments de direction. Voilà, si vous mettez une petite flèche qui pointe sur le CTA par exemple, ou si vous utilisez une image d'une personne qui regarde en direction du CTA, ce genre de choses. Voilà, l'idée c'est de plutôt réagencer la page pour orienter le regard vers l'action qu'on veut qu'on veut que l'utilisateur fasse. Donc c'est pas forcément de déplacer dans les zones rouges. En fait, l'idée c'est pas d'utiliser les zones rouges, c'est plus de modifier en fait entre guillemets les zones rouges. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Alors là, il y a une autre Ouais, question sur server de side. retour d'expérience sur les A/B tests server-side. Alors, un petit peu, mais pas beaucoup de mon côté. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas fondamentalement de différence entre un A/B test client-side et server-side. Ça va être avant tout sur des histoires de performance et de technologie, en fait, sur ceux qui les utilisent. Donc, normalement, il n'y en a pas. Il y a des meilleures performances en server-side, il y a plus de sécurité. Mais en termes de performance, ça ne doit pas faire la différence. Voilà, ça, c'est le partage d'expérience que je peux faire sur ce sujet. On en a fait aussi chez Honest plutôt sur des problématiques liées à l'acceptation des cookies ou enfin ce genre de choses, sur la partie tracking notamment. Et là-dessus, on avait effectivement des perfs intéressantes. Donc voilà, là-dessus, c'était plutôt positif sur l'aspect server-side. Mais enfin, nous, on n'est pas vraiment spécialistes là-dessus, donc ce sera plus les équipes tech data chez nous qui pourront vous répondre. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on vous redirigera vers eux, pardon, sans souci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine? Je vois qu'il y a 2 personnes qui sont en train d'écrire. Pas d'autres questions. Bah écoutez, merci à vous. Voilà, dernier petit rappel, voilà, on est disponible, on vous a mis nos adresses email. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on analyse un petit peu voilà, vos problématiques, voilà, en direct live, on peut vous filer quelques quick wins, quelques pistes en tout cas à creuser sur voilà, basées sur notre expérience, sur votre site, sur vos problématiques. N'hésitez pas. L'idée c'est qu'on vous donne un maximum de valeur aussi voilà, pendant cet appel gratuit. Et puis voilà. Merci beaucoup à tous pour votre présence et aussi pour votre participation. Vous avez joué le jeu, donc c'est top. Merci beaucoup. Et voilà, on a un peu débordé, on est désolé, mais en tout cas, on vous souhaite une excellente journée et on espère de se reparler du CRO de l'UX Data très bientôt. Merci beaucoup, excellente journée. Merci, bonne journée.